je ne serai pas très long. Je vous invite tous à suivre cette vidéo d'à peu près 6 ou 7 minutes qui retrace un peu la participation de la Tunisie dans les expositions universelles, depuis la première exposition en 1851 à Londres, jusqu'à, bien sûr, en passant par Aichi 2005, Inch'Allah, très bientôt, Osaka 2025. Merci beaucoup pour votre attention et je vous invite à suivre la vidéo. Merci, Simona Kolarczyk. Vidéo sur la participation tunisienne depuis 1851 lors de l'expo à Londres jusqu'à nos jours. Cette vidéo, la régie, merci. Elle se tient du 1er mai au 15 octobre 1851. Pour l'occasion, une immense bâtisse de verre est conçue par Joseph Paxton à Hyde Park, le Crystal Palace, qui est resté longtemps le plus grand bâtiment du monde, avec 564 mètres de long et 39 mètres de haut. Cet édifice permet d'accueillir les productions artisanales et industrielles du monde entier. Sur les milliers d'exposants, près de la moitié sont britanniques, dont une très large partie viennent de leur empire. La France est le deuxième pays avec le plus d'exposants. Les très nombreuses innovations de l'époque sont mises en avant. C'est notamment l'émergence du télégraphe qui marque les esprits. Le public est conquis et afflue par millions du monde entier, alors que les moyens de transport étaient moins développés qu'aujourd'hui. Le succès est phénoménal. Napoléon III, invité d'honneur à Londres, organise 2 expositions à Paris en 1855 et 1867. Alors donc seuls sont conservés de cette exposition de 1867 quelques pavillons nationaux, comme par exemple le pavillon du Bey de Tunis. Alors c'était le pavillon de la Tunisie évidemment, pavillon donc c'était censé représenter le palais d'été du Bey de Tunis au Bardo. Alors néanmoins ce pavillon a énormément plu aux Parisiens, si bien que la ville de Paris l'a racheté à l'issue de l'exposition et elle l'a réinstallé au parc Montsouris où il a... Certains d'entre vous l'ont certainement connu, moi je me souviens, petite fille, de l'avoir vu. C'était une espèce de palais, la Belle au bois dormant, palais magique des mille et une nuits, qui était tout à fait, qui détonnait dans son cadre, puisque c'était très étonnant de le voir là. Et il a abrité pendant longtemps des bureaux, des services de l'Observatoire de Paris, puis il a malheureusement disparu dans un incendie au début des années 1990. L'époustouflante exposition universelle de Paris, qui ouvre ses portes en avril 1900, a l'ambition d'être le phare auroral du XXe siècle, comme le clame fièrement la plaquette de l'événement. Parvenu sur l'esplanade de l'ancien Trocadéro, on déambule dans les pavillons exotiques des colonies françaises d'Algérie et de Tunisie. Face au Champ de Mars, où trône majestueuse la Tour Eiffel, vestige d'exposition universelle de 1889. La grande innovation de l'exposition, c'est la rue de l'Avenir. Un trottoir roulant mécanique de 3 km, perché à 7 mètres au-dessus du sol, qui permet de rejoindre les différents espaces de l'exposition à 8 km à l'heure. Ouverte à Paris en mai il y a 80 ans, après des conditions d'organisation mouvementées et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'exposition de 1937 s'inscrit dans la lignée des expositions universelles organisées dans la capitale de 1855 à 1900. L'exposition internationale de 1937, des arts et techniques dans la vie moderne, c'est une exposition thématique. C'est pas tout à fait une exposition universelle, mais elle en a l'ampleur. Il y a 44 nations, y compris la France, qui sont présentes, leur pavillon, bien identifié. Et ça fait tout au long de la Seine, du Champ de Mars jusqu'à nos grands palais. Ce sera une exposition qui va accueillir 30 millions de visiteurs. Les pavillons sont essentiellement provisoires. Des attractions éphémères qui représentent un concentré d'architecture du moment et une déclaration politique, pays par pays. Cette sera la dernière grande exposition organisée à Paris. L'inauguration de l'exposition universelle, l'Expo 58 comme on la nomme déjà, a été une véritable fête nationale. Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation en établissant un bilan du monde moderne.
Túnez, con cerca de 8 millones de habitantes en la actualidad, ha celebrado su día en la Expo. En el pabellón, decorado con colores mediterráneos, se evoca aquel pasado histórico y las huellas culturales que han quedado en la Túnez contemporánea. En su intervención en el palenque, el comisario de la Expo ha señalado que Túnez ha defendido la tolerancia entre la tradición y el progreso, y al equitativo y abriendo sus puertas al turismo, sector clave en la economía de este país ribereño mediterráneo que ha acudido a la Expo con sus mejores galas.今日私はコモン3にありますチュニジア館の前に中に入ってきました。チュニジアで今最も人気があるもの。チュニジア館にもチュニジアの伝統的な喫茶店のスタイルでくつろげる休憩所があるんです。もちろんチュニジアのお菓子や飲み物も楽しめますよ。言われている民族衣装ですね。でこちらは刺繍になります。刺繍ね。チュニジアのお母さんがこうやって刺繍作るんでいただきたいんですけれども、いいな鳥かごです。で、これはなんちゃって、これがチュニジアの結婚式なんですよ。さあというわけですですかね。遊んでいらっしゃいます。さあそしていろいろ紹介したいんですけど、ここで一ついきましょうか。ご覧ください。じゃーん。人の暮らしの様子も再現しているんですよ。さてこの衣装なんですが。The Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan, will be the place of diversity and unity. Bravo à Wahid Yahya, oui, il s'appelle Jessie. Bravo, franchement, vous nous avez épaté avec ce voyage dans le temps, avec l'Expo de Londres notamment. Félicitations Ségolène pour ce beau travail de rassemblage et puis ce voyage que vous avez donné pour aller dans le temps et revenir donc jusqu'à Osaka 2025, en passant par Aichi en 2002, si je me mémoire est bonne. Voilà, 2005, me corrige Ségolène de la Cime. Alors, on a pris un peu de retard, on va essayer de plonger un peu dans Osaka.